Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Je suis Sophie Mille, responsable marketing et digital au sein d'Urios et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire qui souhaite vous apporter des solutions simples et efficaces pour recouvrir vos créances le plus rapidement possible et obtenir des gains de trésorerie immédiats. J'ai le plaisir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de vous présenter Pierre-Jean Reidley, notre directeur du pôle recouvrement. C'est lui qui va vous présenter nos différentes solutions en fonction de vos besoins. Avant de lui laisser la parole, sachez que ce webinaire durera approximativement 35 à 40 minutes. Nous avons tenté de condenser au maximum notre intervention. Nous avons bien conscience que la période de fin d'année est intense pour tout le monde. Je tiens également à préciser que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Nous y répondrons soit à la fin de la présentation, soit individuellement si nous n'avons pas eu le temps de répondre à l'ensemble des questions. Sachez également que les slides du webinaire et le replay pourront vous être envoyés sur demande. Alors, gagnons du temps. Je vous propose de démarrer rapidement par quelques éléments de contexte actuels comme toujours. Donc, Covid, difficultés d'approvisionnement, crise en Ukraine, inflation galopante, ralentissement de l'activité économique, crise énergétique et désormais menace d'une récession. L'ensemble de ces éléments incite à la vigilance et par conséquent à la gestion précautionneuse de son cash. Les tensions sur les postes clients et fournisseurs sont au maximum. Alors oui, je vous rassure, dans tout cela, on a une petite bonne nouvelle. Suite à une étude d'Altares, on remarque qu'au premier semestre 2022, les comportements de paiement se sont légèrement améliorés en passant de 14,5 jours de retard à 13 jours actuellement en Europe. Mais une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, et là, malheureusement, elle est accompagnée d'une autre petite mauvaise nouvelle. Il faut quand même rester vigilant. Le risque commercial et financier grandit rapidement, à l'instar de l'envolée des défaillances d'entreprises. Faute de liquidités abondantes, les comportements de paiement pourraient bien se dégrader de nouveau en Europe sur cette deuxième partie de l'année. Et nous savons que la fin d'année est très importante pour faire encaisser rapidement son cash, son chiffre d'affaires avant la clôture des comptes et surtout optimiser au maximum sa trésorerie et réduire son BFR. Alors comment s'y prendre pour récupérer rapidement son cash? C'est ce que Pierre-Jean va tenter de nous expliquer en nous donnant toutes les clés pour nettoyer correctement sa balance AG. Pierre-Jean, je vais te laisser prendre la main du coup. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Oui, pourquoi évoque-t-on la nécessité de procéder au nettoyage de sa balance AG? Alors, côté client, la balance AG est un outil comptable qui permet classiquement de connaître le montant des factures échues ou à échoir. Nettoyer sa balance AG permet à la fois de travailler sur sa trésorerie, mais également sur les retards de paiement de ses clients. Alors, à quelle période travaille-t-on cette balance AG? Généralement, l'entreprise procède au nettoyage de sa balance AG en vue de la clôture annuelle des comptes, afin de faire un point sur sa trésorerie. C'est à cette époque que nous sommes particulièrement sollicités, ou en urgence, nous recevons un certain nombre de fichiers à nettoyer. Mais également, le travail de la balance AG se fait en cours d'année. C'est un véritable outil de pilotage, comme on verra, à court terme de la trésorerie de l'entreprise. Travailler sa balance AG permet aussi de modifier la stratégie de relance selon les besoins et d'identifier les risques par client, par activité, et même chez certains par zone géographique. Alors, on le voit sur le slide, les objectifs poursuivis sont multiples. Le premier est de réduire son délai de moyen de paiement. On n'oubliera pas que le coût du crédit client a un impact direct sur le résultat. Diminuer son besoin en fonds de roulement. L'amélioration du BFR, ceci pour toutes les entreprises, passe par la réduction du crédit client. Prévenir le risque client en déterminant les profits retardataires. Travailler les litiges constatés et faire rentrer du cash. Travailler sa balance AG permet aussi de mettre en évidence des risques ou des carences en matière de relance que certains peuvent avoir en interne. Si un examen approfondi des comptes clients est important pour analyser la relation avec chaque client, il est également essentiel pour orienter les relances et d'éventuelles poursuites. On ne relance pas de la même façon un client représentant 5 à 10% de son chiffre d'affaires, idem pour les créances à l'export. Classiquement, la relance est aussi l'occasion d'actualiser, d'informer les comptes clients et d'avoir de bonnes comme de mauvaises surprises. Alors, si je résume Pierre-Jean, la balance AG est un outil comptable qui permet de ventiler les dettes et les créances d'une entreprise en fonction de leurs échéances.
Est-ce que mettre en place et suivre, surveiller les résultats prend du temps? Est-ce que l'entreprise elle-même, est-ce à l'entreprise elle-même de réaliser cet exercice ou faut-il externaliser ce travail? Le travail d'une balance âgée est souvent fastidieux, mais il peut se rendre plus fluide s'il est fait régulièrement. C'est à l'entreprise de déterminer, en fonction de son activité, en fonction des retards détectés et en fonction du comportement de paiement de ses clients, de déterminer une période mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. D'accord. On le dit, faire de la balance âgée un levier de pilotage stratégique. On lit exactement, la présente un solde dû à leur ancienneté à la date de son édition. En classant les créances clients par ordre décroissant de date de paiement, on trouve donc très rapidement les factures les plus anciennes et donc les plus prioritaires. Elle permet aussi de constituer un tableau de bord comprenant les KPI sur les risques à venir. Si toutes les lignes débitrices doivent être relancées lors d'un nettoyage de balance âgée, nous allons organiser, nous, une segmentation selon le montant et l'ancienneté ou autres particularités identifiées avec notre client. Vous le comprendrez aisément, les process de relance sont différents selon le client, l'ancienneté et le montant. Cependant, avant de poursuivre, je voudrais quand même rappeler des règles simples du recouvrement. Concernant l'ancienneté des créances, plus une créance est récente et plus les chances de recouvrement sont importantes. On rappelle un chiffre, statistiquement, en moyenne, j'ai bien dit en moyenne, les chances de recouvrement sont inférieures à 50% quand l'âge de la créance est supérieur à 6 mois. Donc, dans le cadre de cette prestation, nous travaillons régulièrement des créances datées, d'où l'urgence à agir et un recouvrement modifié, adapté sur le travail de la balance âgée. On rappellera également que des créances qui traînent ou des factures qui restent impayées nuisent à l'image de l'entreprise. Il ne faut pas oublier, ne pas relancer ses clients n'est pas forcément leur faire un cadeau. Vous n'êtes pas pour ça que vous allez passer pour des gentils. Au contraire, l'image va être dégradée. Au mieux, vous êtes riche. On va penser que vous êtes riche. Au pire, vous avez une mauvaise gestion. D'où l'utilité de poursuivre et on va avoir de segmentiser votre fichier de balance âgée. Alors, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi confier le traitement de sa balance âgée à un prestataire extérieur? Deux raisons principales pour moi, un regard expérimenté et un regard neutre. Un professionnel aguerri dans la gestion des retards de paiement. Effectivement, on a chacun nos métiers, chacun nos compétences. Il est évident que confier une balance âgée à des gens aguerris qui font du recouvrement toute la journée vous permettra d'accélérer le process. Une aide à la décision vous permettant d'ajuster vos actions. On verra que la relance de facture pour un retard de paiement n'est pas forcément que l'obtention d'un résultat essentiel, primordial, c'est-à-dire le règlement. C'est aussi, en cas d'échec, vous apporter des informations et vous expliquer l'échec du recouvrement et vous aider à vous déterminer une action par la suite. On dit agir dans l'urgence avec un objectif principal, faire entrer du cash. Là aussi, on le verra par la suite, c'est le regard neutre. Vous avez besoin d'un tiers qui neuf, c'est bénéficier de l'expertise d'un cabinet et faire passer vos factures en priorité. C'est un discours différent, amélioré, professionnel, qui permet d'obtenir des dates fermes de paiement. Mais également, puisqu'on voit souvent, des factures impayées sont souvent l'objet ou identifiées en litige. C'est le travail du tiers expérimenté de qualifier ce litige et de vous apporter des solutions. Donc, on parle de dynamiser une situation qui est sclérosée. Également, ce tiers, même s'il est un tiers extérieur, vous avez la possibilité de lui demander d'agir en marque blanche. La marque blanche, c'est le fait d'autoriser le prestataire à agir en votre nom. C'est quelque chose qui est utilisé très fréquemment en relance préventive. Comme par hasard, un petit mot sur la relance préventive, c'est l'action qui est faite en amont de l'échéance. Et si cette action est aujourd'hui, si cette relance préventive est fortement utilisée, ce n'est pas par hasard, c'est justement
pour éviter justement des délais de paiement qui s'allongent et améliorer sa balance âgée. Donc finalement, après avoir tenté soi-même de recouvrer en vain les créances, il est préférable de se tourner vers une solution externe qui nous permet de bénéficier d'une forme de notoriété plus forte auprès des débiteurs récalcitrants. Vous l'avez On a un nouveau dialogue finalement qui est basé sur de l'intermédiation, qui se noue plus facilement entre le débiteur et le prestataire externe pour faire passer la créance due en priorité, obtenir des Exactement. promesses de date de paiement ferme et bien évidemment accélérer le cash et comme tu l'as dit, identifier en amont tout litige possible. Exactement. Donc, on va passer, voilà, on va vous donner un exemple de traitement et la démarche qui est utilisée par EOS sur le traitement d'une balance âgée. Mais le préalable au traitement, je souhaite quand même vous parler de deux notions qui sont extrêmement importantes, qui nous empêchent souvent de travailler. Un, la prescription. Il n'est pas rare de constater qu'un nombre non négligeable de factures impayées sont à réception du fichier prescrite. Alors, c'est quoi la prescription? C'est simple. La prescription, elle éteint la possibilité pour une entreprise de réclamer en justice le règlement d'une créance impayée. La prescription, pour une créance commerciale, le délai de prescription est de 5 ans. Cela veut dire qu'au-delà de ce délai de 5 ans, à partir de la date d'échéance, vous ne pouvez plus réclamer le règlement à votre débiteur. Attention, la prescription est un moyen de défense de votre débiteur. Ça ne va pas vous empêcher de faire une action en justice, mais votre redevable, de mauvaise foi, pourra forcément utiliser le motif de la prescription pour ne pas vous payer. On rappellera également que la mise en demeure n'interrompt pas la prescription. Donc, le délai de 5 ans part véritablement de la date de l'échéance. On part du principe qu'il n'y a pas de, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les créances commerciales, il n'y a pas automaticité de l'application de la prescription. Donc, on dit qu'elle doit être invoquée par le débiteur pour faire échouer la procédure. Premier travail, donc, on va classer votre fichier par rapport à la date d'échéance et on vous apportera des solutions en fonction du délai depuis la date d'échéance. Le sirénage. Qu'est-ce que c'est le sirénage? Il s'agit de travailler sur un fichier fiable et de procéder à une première répartition entre les entreprises in bonis et les entreprises sous procédure collective ou radiée. Nous rappelons qu'à la date d'un jugement de procédure collective, toute action judiciaire est prescrite. Là aussi, si je souligne ce point, c'est également que l'expérience démontre que les fichiers de balance âgée contiennent de nombreuses factures pour des sociétés débitrices sous procédure collective. C'est ce qu'on appelle les mauvaises nouvelles suite au sirénage. De façon générale, sur les fichiers qui nous sont transmis, on note en moyenne entre 5 et 15% des créances qui figurent dans les balances âgées qui ne peuvent être relancées du fait de l'existence d'une procédure collective ou d'une prescription. Donc, on le voit, Sophie, avant tout travail de balance âgée, on a l'obligation, par le sirénage, d'éliminer déjà les créances prescrites et de déterminer, avec l'aide du sirénage, les sociétés qui vont être in bonis, les sociétés sous procédure collective et les sociétés radiées. D'accord. Donc en fait, une fois que tu as tout nettoyé, tu classes un petit peu en 3 catégories de sociétés ton fichier. On va apporter un point qui est complètement différencié selon la situation juridique de la société. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, par exemple, nous expliquer comment tu fais avec ces 3 typologies de sociétés? Donc, si on commence par la société in bonis. Alors, la société in bonis, tout simplement pour la définir, la société in bonis, c'est le fait pour une entreprise ou une personne exerçant une activité professionnelle d'être en bonne santé financière et de pouvoir faire ses engagements. Quand on parle de société in bonis, c'est tout ce qui est sociétés qui ne sont pas en cessation de paiement, par exemple. D'accord. On va identifier avec notre base de données les sociétés qui sont in bonis ou sociétés qui font l'objet de procédures collectives. Avec le SIREN, avec le RCS, on va pouvoir aussi déterminer si les sociétés ont été radiées et on verra par la suite les différents types, sociétés qui ont été tupées ou simplement cessation d'activité. Sur la société in bonis, on rappellera qu'en amont, pour nous, le premier travail, même si vous, société, vous avez préalablement adressé des recommandés, fait déjà de première ligne de relance, on va privilégier l'amiable.
Pourquoi? Parce que le recouvrement amiable est plus efficace et moins coûteux que le recouvrement judiciaire. Les informations obtenues lors de la relance amiable facilitent la prise de décision concernant l'opportunité des poursuites et l'orientation de la procédure. Donc, pourquoi l'amiable? On va avoir un contact direct. On va avoir un contact direct avec vos redevables qui va apporter un résultat qu'on espère le plus rapide possible. Si on partait directement en relance en procédure judiciaire, on s'empêcherait le contact avec votre redevable, on s'empêcherait d'avoir des informations sur sa situation, sa solvabilité actuelle, et on entamerait des procédures qui ne pourraient être sans résultat par la suite. Donc là, vous avez un slide avec le schéma classique d'une relance. On va, nous, dans le travail sur la relance sur une société in bonis, écourter les délais. Sophie, par exemple. Oui, je te fais... Pardon, hop. Ici, du coup, ça a disparu. Voilà. Le délai de J+5 et J+15 disparaît parce que tu accélères l'ensemble des relances. Exactement. En interne, on va intégrer un fichier. On va donc créer un dossier dans notre logiciel. En même temps, on va mettre le dossier sous surveillance. C'est-à-dire que la société est in bonis, mais ça ne va pas dire qu'elle ne peut pas avoir une évolution négative sur sa situation. Donc, on va mettre le fichier sous surveillance. Auprès des débiteurs, classiquement, l'appel téléphonique, le mail, le courrier, la mise en demeure LR, tout se fera dans les tout premiers jours. Pas question de laisser un premier délai comme dans une démarche classique, appel téléphonique, lettre, mail. On va travailler avec notre client dans le cadre d'une sorte de cahier des charges où on va s'engager à une obligation de résultat par rapport à des actions. Le but essentiel sur une balance AG est de joindre le plus rapidement possible le débiteur. Donc, on va utiliser tous les moyens à notre disposition, oui l'appel téléphonique, oui le courrier, et également faire partir immédiatement une mise en demeure. Pourquoi la mise en demeure? Parce que depuis la date d'échéance, les intérêts peuvent avoir évolué. Elle va regrouper l'ensemble des factures de la banque HG sur le client. Et puis de toute façon, c'est un préalable à la procédure judiciaire qui nous permettra, en cas d'échec, de mettre en place différentes actions. La relance amiable, c'est aussi la qualification de l'impayé, c'est-à-dire qu'un règlement, un plan d'appurement ou l'identification des litiges. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va travailler sur un fichier, partagé avec notre client et sur des points réguliers, on va lui apporter les informations, le résultat de notre travail. C'est-à-dire que les gestionnaires de relance, par les contacts qu'ils ont pu prendre, par les informations qu'ils vont obtenir, vont pouvoir remplir ce fichier partagé et inscrire les différents résultats. Qualification de l'impayé, règlement, on va partir du principe que ça va être un dossier qui est clos. Le plan d'appurement, c'est un plan d'appurement qui va être fait avec votre accord. Et l'identification du litige, on le verra par la suite, c'est va entraîner un autre traitement. On est dans le recouvrement classique, sauf que les procédures vont être accélérées. Je le répète, on ne va pas être sur « je vous envoie une lettre de relance », j'attends 10 jours, vous m'avez répondu, vous ne m'avez pas répondu, je vous envoie un recommandé. Toutes les actions vont être faites dans les 2-3 premiers jours. Donc le dossier, par la suite, soit sur une entreprise et une bonis, soit le dossier est clos, soit on va avoir une difficulté, ça aussi c'est dans le cahier des charges qu'on va déterminer avec notre client, positionnement quant à l'engagement de poursuite judiciaire. On va très régulièrement se retrouver face à des créances avec des montants qui vont être minimes. Vous allez me dire, est-ce qu'il est utile, opportun, d'engager des frais sur des créances qui ne vont pas dépasser les 500, les 600, les 700 euros? Le travail de la relance amiable est aussi de qualifier l'impayé. Qualifier l'impayé, c'est quoi? Est-ce que c'est la société qui est en difficulté financière? Est-ce que c'est une difficulté qu'on n'arrive pas à joindre? Donc, en fonction de l'échec, s'il y a échec, on va être amené à potentiellement délivrer des certificats d'irrecouvrabilité dès ce stade-là, au motif que la créance est faible et qu'une procédure judiciaire
où l'absence de pièce justificative de la créance empêche justement de partir devant les tribunaux et qu'il vaut mieux à ce stade faire un certificat d'irrecouvrabilité immédiatement, malgré que la société soit in bonis. On est là aussi dans un recouvrement qui est classique. Les informations que vous allez avoir en amont sur la relance amiable vont vous apporter des informations sur la situation de la société, savoir si les créances, si l'impayé est dû à un litige ou si elles ne sont pas contestées, mais qu'il y a un refus de paiement. S'il y a un refus de paiement sur la procédure judiciaire, on peut vous proposer l'injonction de payer, qui est une procédure qui est à moindre coût, extrêmement rapide devant les tribunaux de commerce, ou si le montant est élevé et si il y a une contestation de votre redevable, vous proposez une action sur le fond. Alors, le fond, effectivement, procédure qui est plus longue, par le biais d'un avocat. On verra ce qui est important, je ne vous l'ai pas assez dit en amont, ce qui est important, c'est que chaque travail de fichier balançager se fait suite à suite à un travail qui est fait avec le client pour déterminer les actions qu'il souhaite mettre en place. Donc, effectivement, on va s'adapter au contexte de la société et au contexte de la créance. Mais n'oublions jamais que le traitement amiable est quand même un préalable utile. On reste également sur un besoin de cash rapide et il sera beaucoup plus important et intéressant pour vous de procéder à une relance amiable téléphonique, prendre des accords de règlement, obtenir des règlements, plutôt que de déposer des requêtes auprès des tribunaux et d'attendre 2 mois ou 3 mois pour avoir une décision. Cette procédure n'est pas appliquée pour les sociétés qui sont sous procédure collective. Alors, est-ce que tu peux nous faire un point, par contre, avant, Pierre-Jean, sur le traitement du litige? Ah oui, je voulais, très très important. Le traitement du litige, on le voit, la relance amiable, on l'a dit, permet d'identifier le litige. Alors, comment on identifie le litige? Tout simplement en prenant contact avec votre débiteur. Alors, vous allez avoir des créances sur des balancagers qui sont là depuis 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois. On le sait, ça arrive à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Le litige, il va être identifié. Si vous ne l'avez pas identifié ou si vous le connaissez, la relance amiable va être... on va permettre d'identifier rapidement le litige par les techniques de questionnement du professionnel chargé de la relance. Et ça va nous permettre de le traiter sans délai. Pourquoi? Parce que notre mission à nous, en tant que tiers prestataire, elle va être justement de connaître les raisons du litige. Est-ce que c'est un problème par rapport à la prestation, par rapport qui a été effectuée, par rapport aux produits livrés, et de trouver une solution. On doit vous remonter l'information et le litige va être traité selon ce qu'on appelle un agenda de résolution. On va faire le tiers, l'intermédiaire, une sorte de médiateur et essayer de trouver au maximum une solution permettant à la fois, vous, de récupérer un minimum par rapport à litige ou simplement trouver un accord global qui va vous permettre de solutionner la ligne. Alors, solutionner le litige, et ce qu'on dit sur l'objectif numéro 2, c'est, si besoin, trouver un accord partiel, voire la possibilité d'un accord transactionnel. L'accord transactionnel, c'est mettre fin à une relance, mettre fin à une procédure judiciaire en disant « Ok, notre facture n'est pas payée depuis 6 mois, sortons d'ici en bonne intelligence, et vous n'avez pas, vous avez été insatisfait de telle ou telle prestation, on n'a pas les factures qui nous permettent, nous, de faire une action judiciaire, on va transiger sur le montant des sommes réclamées. » L'important est de régler le litige et de faire rentrer, n'oublions pas, un maximum de cash dans la société. D'accord. Donc, du coup, juste avant que je t'interrompe pour te faire un point sur le litige, tu allais nous parler de ce qu'on faisait sur les sociétés, du coup, sous procédure collective. Comment on agit? Alors, on va parler là d'un traitement qui est administratif, qui est plus administratif, puisque, on l'a vu, la procédure collective stoppe toute procédure de relance. Pierre-Jean, je me permets de te couper. Il y a quelque chose qui a dû passer devant ta webcam. On ne te voit plus. Ah, excusez-moi. Voilà, merci. Un oiseau. La procédure collective, est, effectivement, vous interdit toute procédure de relance directement auprès de la société. Ce
qui va être intéressant par le sirénage qu'on a pu faire en amont, sur les résultats des bases les informations qu'on a retirées de nos bases de données, c'est de savoir si la société est sous liquidation judiciaire ou sous redressement judiciaire ou procédure de sauvegarde. On a sur le slide fait la liquidation judiciaire. Ce qui est important de savoir, est-ce que votre créance a été déclarée ou pas déclarée? Si elle a été déclarée, si vous aviez déclaré votre créance, à ce moment-là, vous avez certainement ce qu'on appelle un certificat d'émission au passif auprès du liquidateur. Si elle n'a pas été déclarée, effectivement, est-ce qu'on doit, s'il a été déclaré, vous faites un suivi. Si elle n'a pas été déclarée, effectivement, on sera à même de vous faire un certificat d'irrecouvrabilité. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde, on va s'attacher à prendre contact avec l'administrateur ou le mandataire et on va surtout regarder si votre facture est antérieure ou postérieure au redressement judiciaire. Si elle est antérieure au redressement judiciaire, alors vous avez dû logiquement, si vous avez été informé de la déclaration, de la procédure collective, vous avez déclaré votre créance auprès du mandataire et normalement il y a un suivi classique. Si elle n'a pas été déclarée, effectivement, vous n'avez plus la possibilité de déclarer votre créance dans les délais. On rappelle que le délai quand même est de 2 mois. On peut obtenir un relevé de forclusion, c'est-à-dire demander à être relevé de ce délai, mais dans le maximum de 6 mois. Et encore, il vous faut des raisons valables. De toute façon, si vous êtes ce qu'on appelle un créancier chirographaire, c'est-à-dire un créancier qui n'a pas de protection particulière ou de garantie particulière attachée à sa créance. Malheureusement, l'expérience montre que liquidation judiciaire ou redressement judiciaire, vous avez peu de chances de récupérer la totalité de votre créance. Seul le redressement judiciaire, si on arrive à la situation et le travail des administrateurs ou mandataires, sauf si vous avez un plan de continuation, et que si vous avez déclaré votre créance et que votre créance fait partie du passif, vous aurez très peu de chances d'obtenir un règlement de votre créance. Donc, la situation, la plupart du temps, nous entraîne à rédiger ce qu'on appelle un certificat d'irrecouvrabilité. Donc ça, c'était pour les sociétés sous procédure collective. Rapidement, il existe un autre cas, c'est la société radiée. Voilà. Donc là aussi, la société radiée va être identifiée par le sirénage suite à l'information qui va remonter des bases de données. Alors après, on va avoir différentes solutions, on va les voir rapidement. Une TUP, donc vous allez avoir une société avec un nouveau RCS. On rappellera simplement que la TUP n'éteint pas votre créance. La société a simplement cédé son activité ou a été absorbée par une maison mère ou un tiers ou enfin autre. Donc la créance existe. Donc les poursuites restent possibles. La cession, fonds de commerce ou autre, là vous avez des délais d'opposition qui sont très courts. Même chose, si vous n'avez pas eu l'information en amont, effectivement, la seule solution derrière, c'est le certificat d'irrecouvrabilité. Concernant la dissolution anticipée, qui est quelque chose de classique, rare, mais qui arrive quand même régulièrement, enfin rare et régulièrement, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais qu'on voit quand même régulièrement, qui n'est pas exceptionnel. Là aussi, vous avez un certificat d'irrecouvrabilité. La plupart du temps, ça se termine par un certificat d'irrecouvrabilité. Alors, tu as beaucoup, depuis qu'on a commencé le webinaire, évoqué le certificat d'irrecouvrabilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? À quel moment réellement on en a besoin? Est-ce qu'on peut le demander? Est-ce qu'une entreprise peut nous le demander comme ça? Ou comment elle se procure un certificat d'irrecouvrabilité? Alors, tout au long de l'année, nous sommes sollicités pour des dossiers que nous avons en gestion ou pas sur pouvez-vous me faire un certificat d'irrecouvrabilité? Là, effectivement, ça mérite une petite note, enfin un petit moment, 5 minutes. Sur le certificat d'irrecouvrabilité, puisque souvent, il peut nous arriver de refuser de faire un certificat d'irrecouvrabilité. Pourquoi? Une créance est qualifiée d'irrecouvrable dès lors que la perte est certaine et définitive. Dans le cas d'une procédure collective, une société qui est sous liquidation, oui, les chances de recouvrer le montant de votre créance sont très faibles, voire, on l'a vu, impossible. Donc, on n'hésitera pas à vous faire le certificat d'irrecouvrabilité. Mais attention, vous devez, ou celui qui rédige le certificat d'irrecouvrabilité,
doit justifier du caractère irrecouvrable de la créance en précisant les actions menées pour récupérer vos impayés. On va quand même vous rappeler que vous ne pouvez pas de vous-même rédiger un certificat d'irrecouvrabilité. Le certificat d'irrecouvrabilité va pouvoir être fait soit par une société de recouvrement ou un huissier de justice avec qui vous avez confié un recouvrement. Donc, on doit justifier des actions faites en amont. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, une créance douteuse ne permet pas de récupérer la TVA. Il est impératif de justifier de la détention d'un certificat d'irrecouvrabilité. Alors, maintenant que tu nous as un petit peu expliqué comment on faisait de notre côté, est-ce que tu peux nous montrer un exemple d'un fichier que tu fournis toi, une fois que tu as fait le nettoyage d'une balance âgée? On va le voir par la suite, effectivement. Voilà. Très classiquement, vous allez avoir, on va identifier, alors on a schématisé au maximum, hein, c'est un truc le plus simple. On va avoir, voilà, vous allez avoir un tableau partagé avec votre prestataire ou avec Curios, et on va vous, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, maximum, vous adresser un état de situation. On va avoir, par exemple, et puis derrière, on va vous faire les graphiques en vous disant, voilà les actions qui ont été entreprises, voilà les sommes recouvrées, voilà les signes sur procédure collective et procédure judiciaire. Vous allez avoir derrière, voilà, à la fin du nettoyage de la balance âgée, vous devez être en mesure de connaître, non seulement le montant des sommes recouvrées, mais réajuster les prévisions de trésorerie en fonction des promesses de règlement obtenues et des procédures judiciaires en cours. C'est-à-dire qu'une situation de balance âgée en amont qui n'a pas été travaillée, là, vous allez avoir des informations qui sont claires et qui vont vous permettre de visualiser ou de connaître les règlements à venir ou ne plus attendre de règlement compte tenu de certaines situations de procédure collective ou d'insolvabilité de votre débiteur. Alors, Pierre-Jean, j'ai une question à l'instant qui vient d'être posée. Donc, je pense que tu y avais plus ou moins répondu, mais pour que ce soit bien clair, on nous demande donc quand on relance, est-ce qu'on relance en confidentiel ou pour le compte de? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est sur la relance en marque blanche. C'est-à-dire que soit à la demande de certains clients, on peut intervenir parce qu'en interne, ils n'ont pas les moyens, les effectifs ou le savoir. On peut intervenir au nom du client. Ça aussi, c'est un cahier des charges qui est bien précisé. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait de la relance préventive pour certains de nos clients. On intervient au nom de. Donc, on se présente le nom, le prénom, au nom de. On peut même avoir des mails au nom de la société. Ça ne se fait qu'avec l'accord du client et dans un cadre qui est bien précis. Donc oui, on peut intervenir en marque blanche, même dans le traitement d'une balance âgée. Mais la plupart du temps, le fait que ce soit un tiers qui fasse la relance est aussi indiqué à votre redevable que vous ne souhaitez pas classer la créance sans relancer, que vous ne souhaitez pas la garder comme ça éternellement, et qu'il est temps que l'on trouve une solution pour apurer justement le compte de la créance débitrice. Alors, je pense que ça a répondu à la question parce qu'on a eu un merci. Merci. Voilà, donc simplement sur le certificat d'irrecouvrabilité, si on peut juste en remonter 30 secondes, c'est effectivement ce qui nous est demandé régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de récupérer la TVA sur des créances facturées. Donc, on va le voir sur le slide par la suite. Alors, tu veux que je change? Oui, s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez tous ces comptes qui sont mouvementés. Et effectivement, c'est ce qui va vous permettre, avec le nettoyage de la balance âgée, vous disposez d'une comptabilité précise et d'une vue éclairée sur les flux attendus. Comme on l'a dit en amont, le travail de la balance âgée doit, pour nous, se faire, nous-mêmes, nous le faisons tous les 15 jours. Plus vous le faites régulièrement, et moins vous avez de surprises. Et plus vite le traitement de cette balance âgée est réalisé. Voilà, Sophie. Bah, écoute, je te remercie Pierre-Jean. J'espère que ça a été clair pour tout le monde.
Alors, j'ai deux autres petites questions du coup pour toi, Pierre-Jean. Donc, comment est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on agit de la même manière pour les créances qui sont à l'international? Alors, la créance à l'international va être traitée de la même façon. C'est simplement les délais qui vont être beaucoup plus longs. Attention, les prescriptions, comme vous le savez déjà, les délais de paiement sont plus longs ou plus courts selon les pays. Les habitudes de paiement sont plus longues ou plus courtes selon les pays. Mais nous traitons également effectivement la créance à l'export. D'accord. Et une autre petite question. Il me semble pareil hein, que tu en as parlé au début, mais du coup, on nous demande combien de fois faut-il nettoyer sa balançager? Est-ce qu'une fois dans l'année suffit? Alors, on va, selon le secteur d'activité, selon l'habitude de paiement de vos clients, voilà, après, regardez le délai moyen de paiement de vos clients. Vous voyez, aujourd'hui, on voit le coût du crédit quand même s'emballe un peu. Pour moi, une balançager, un traitement ou un traitement intensif comme nous, on peut le faire au minimum tous les trimestres. Ce qui est bien, c'est tous les semestres. D'accord. Alors, j'ai une autre petite question qui est un peu spécifique. Est-ce que l'on peut demander à un client de payer d'avance avec l'Algérie? Alors après, c'est si j'ai bien compris, oui, vous pouvez toujours demander un acompte, oui, effectivement. Vous pouvez très bien demander un règlement qui va pour valider une commande, une livraison. Donc, vous pouvez aussi vous garantir partiellement par le versement d'un acompte, que ce soit national comme à l'export. Très bien. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah si. Alors, toujours, donc du coup, je pense que c'est toujours en lien avec l'Algérie. On nous précise qu'il n'y a pas de restriction. De restriction de. Alors, est-ce qu'on peut nous préciser? Alors, je pense que c'est en train d'écrire. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas en attendant à nous les poser. Alors non, pas d'autres questions. Alors voilà, il n'y a pas de restriction. Un commercial m'a informé que l'Algérie n'acceptait de prépaiement. N'acceptait de prépaiement. Alors, elle acceptait ou n'acceptait pas de prépaiement? N'acceptait pas de prépaiement. Voilà. Alors à ce moment-là, si vous voulez garantir votre créance ou autre, je peux vous conseiller de faire appel à un commercial Urios qui peut éventuellement vous apporter la garantie de paiement sur l'assurance crédit avec votre partenaire AIG. C'est qu'effectivement, on a d'autres solutions pour un petit peu garantir le paiement des factures. Mais n'hésitez pas à nous reposer la question par email et dans ce cas, on prendra contact avec vous pour ce type de questions. Mais Alors, de façon générale, à l'export, oui, les procédures sont plus longues. Pourquoi? Parce qu'au national, on va travailler le fichier qu'on va recevoir de balançager. Une fois de plus, on va, par le sirénage, par l'information sur la base de données, on va obtenir des informations extrêmement rapidement. Une société, que ce soit sur le Maghreb, sur l'Asie ou autre, l'information sur la situation juridique de la société, sur son existence, sur son activité, est beaucoup plus longue que sur un RCS français. Donc voilà, donc ça se traite. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est quand on nous demande de travailler sur une balance âgée, on sait qu'il y a un côté urgent également dans la recherche de cash. Sur l'étranger, ça va être plus compliqué à répondre à l'urgence. Alors, j'ai une autre question.
Peut-on solder une créance irrécouvrable après 5 ans avant le certificat d'irrécouvrabilité ou sans le certificat d'irrécouvrabilité? Clairement, une facture qui a 2 ans, 3 ans, on a vu tout à l'heure que la créance qui est passée en douteuse ne suffit pas à faire un certificat d'irrecouvrabilité. Vous devez en amont justifier de l'irrecouvrabilité de la somme. L'irrecouvrabilité de la somme, on l'a vu, elle peut être également due à un montant faible de créance. C'est-à-dire que moi, je peux signer des certificats d'irrecouvrabilité en indiquant que le montant de la créance, les montants de procédure, si vous avez un refus de paiement d'un débiteur de très mauvaise volonté, si le montant de votre facture est de 500 € alors que 300 €, alors que une procédure judiciaire vous coûterait 700 €, on peut, on ne le fera pas en masse, mais exceptionnellement, on pourra vous faire un certificat d'irrecouvrabilité en indiquant que le montant de la procédure judiciaire envisagée serait supérieur au montant de la facture. Donc, engendrer des frais supérieurs au montant de la facture. Donc, effectivement, là, on va vous faire un certificat d'irrecouvrabilité. Mais la créance douteuse en elle-même ne permet pas de passer en perte le montant de votre créance. Alors, une dernière question. Alors, en termes de poursuite de contrat, malgré une procédure de redressement judiciaire, le client poursuit normalement son activité. N'ayant pas le droit de retirer notre matériel, que faire dans ce cas, sachant que la facturation court toujours? Alors, si on parle d'une location, alors, une lecture rapide, hein, c'est toujours difficile de répondre comme ça à des questions. On part du principe que c'est une location avec un matériel qui est donc laissé à l'usage d'une société qui est sous redressement judiciaire. Il faut savoir que, alors, au redressement judiciaire, si vous avez une créance du fait de loyer impayé, vous devez déclarer votre créance et également demander au mandataire ou au administrateur de savoir s'il souhaite poursuivre la location. S'il vous répond, comme quoi, on va faire très simple, s'il vous répond effectivement, pendant la période d'observation, en attendant soit un plan de continuation, soit la liquidation, il a besoin de poursuivre le contrat, c'est une autre situation. Et c'est une autre situation, c'est-à-dire que les échéances futures ne feront pas partie du passif, mais seront gérées par le redressement judiciaire. Et à la limite, l'administrateur peut mettre sa responsabilité en jeu si derrière il n'y avait pas de règlement, comme par exemple pour les loyers, le loyer immobilier. Alors, ce que je vous propose à tous, c'est tous ceux qui ont des questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu ou alors ce n'est pas la réponse que vous attendiez, n'hésitez pas surtout à nous contacter par email. On vous rappellera, on vous recontactera tout de suite pour vous apporter des réponses précises qui correspondent à vos attentes et à vos besoins. En attendant, nous allons faire notre maximum pour vous envoyer le replay du webinaire avant la fin de semaine. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de nous contacter, de nous envoyer un mail. On saura vous rediriger vers la personne pour que vous puissiez avoir un rendez-vous en bonne et due forme. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Pierre-Jean. Merci, de rien. Au revoir. Au revoir, bonne journée.